Donc, on va attendre un petit peu. C'est bon, tu vois le live là, tout comme il faut? Oui, oui, je crois qu'il est. En fait, je suis sur mon nom, ouais. Ouais, ouais, je vois. C'est C'est bon? en direct, oui. Bien, on a un thème super intéressant, vraiment. Je suis vraiment contente. On va attendre encore un petit peu que d'autres personnes se connectent. On est 6 pour l'instant. Alors là, on nous entend, mais on ne nous voit pas, hein. Pas encore. Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. Connectez-vous. On démarre ce live avec un peu de retard, c'est vrai. On avait un petit problème technique, mais on est là avec Hamza Boukari Yabara. Bonsoir. On va attaquer le live sur les enjeux de la politique africaine. Ça va être hyper intéressant, vraiment. Connectez-vous. J'attends un petit peu. Bien. Pour ceux qui se sont connectés dès le départ, je réitère nos excuses. Nous sommes en retard pour le live. Léger problème technique qui est réglé. Et on se retrouve donc pour ce live ce soir sur les enjeux de la politique africaine avec Hamza Boukari Yabara. Un live qui sera très intéressant. On a beaucoup de choses à dire. Bien. Bien Hamza, on va commencer si tu veux bien. Oui, 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 très Alors, bien, très bien. ouais. Donc, tu es historien et docteur à l'EHESS, qui est l'école des hautes études en sciences sociales. Donc, tu es doctorant, ce qui veut dire que tu as fait une thèse. Et il s'avère que tu l'as fait donc sur les divers aspects du panafricanisme et des mouvements révolutionnaires contemporains à partir donc de la biographie politique et actuelle de l'historien guyanien Walter Rodney. Est-ce que je me suis trompée? Non, c'est bien ça, effectivement. J'ai fait une thèse entre 2007 et 2010. Alors, administrativement, j'étais inscrit à l'école des hautes études en sciences sociales, mais en réalité, c'était juste administratif, puisque j'ai fait des recherches en Tanzanie, en Jamaïque, en Guyana, Trinidad, aux États-Unis et en Angleterre, sur Walter Rodney et sur les différents mouvements révolutionnaires des années 60, 70, 80. Et donc, la Mhm. thèse a été soutenue il y a 10 ans et elle a été publiée il y a 2 ans aux éditions Présence africaine. Ok. Tu es également l'auteur de plusieurs livres, donc Nigeria en 2013, Mhm, Mali en 2014, mhm, Africa Unite en 2014 également, mhm, et donc Walter Rodney, les fragments d'une histoire de la révolution africaine en 2015. mhm. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, le C'est bien livre qu'on ça. connaît le plus, c'est Africa Unite. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bon, Africa Unite, c'est, comment dire, quand j'ai fait mes recherches sur Walter Rodney, j'ai accumulé beaucoup, beaucoup de documentation.
qui étaient intéressantes, mais qui rentraient pas dans mon travail de thèse. Et donc, du coup, j'ai gardé ça pour écrire en fait une synthèse sur l'histoire du panafricanisme. C'est pas l'histoire complète du panafricanisme, mais c'est une vision, une version de cette histoire du panafricanisme en une vingtaine de chapitres, en 3 parties, qui retrace vraiment l'histoire du mouvement depuis la Révolution haïtienne, donc depuis la fin du 18e siècle jusqu'à peu près l'époque contemporaine. Et l'enjeu, c'était vraiment de donner au public dit francophone une vision de cette histoire qui soit un peu plus dynamique, un peu plus actualisée, et qui puisse servir aussi pour comprendre un peu les différents courants du panafricanisme. Je ne vais pas dire tels qu'on les connaît aujourd'hui, mais tels qu'ils ont été lancés à un moment de l'histoire, et qu'à partir de ça, on puisse continuer à écrire cette histoire du panafricanisme avec suffisamment de références aujourd'hui. Donc c'est un livre plutôt de culture générale, je dirais, c'est plutôt un essai de culture générale, plutôt qu'un vrai livre d'histoire, on va dire, avec comment dire, des notes qui sont extrêmement longues, etc. Donc je pense que c'est vraiment ça, il faut le prendre sous l'angle du livre de culture générale, parce que je considère que le panafricanisme doit être la culture générale, la base de la culture générale de n'importe quelle personne d'origine africaine. Et sans culture générale, on ne peut pas, je dirais, comprendre les enjeux historiques, politiques, économiques, sociaux, culturels. Voilà. Hmm. Bien, donc on t'a présenté, pour les personnes donc, qui te découvrent. euh, Moi, j'ai vraiment une question qui me taraude l'esprit, c'est d'où t'es venue l'envie d'étudier la culture noire à ce point? C'est-à-dire que tu la connais vraiment, t'es un spécialiste, un expert. Comment ça t'est venu? Ben, moi, ce qui m'a conscientisé, c'est le hip-hop des années 90, où il y avait beaucoup Hmm. d'artistes comme Public Enemy, comme Nas, comme le Wu-Tang Clan, qui Hmm. faisaient référence à des éléments de culture, des éléments d'histoire. Donc c'est Hmm. à travers la musique vraiment que je suis arrivé, bon, aussi le reggae, que je suis arrivé en fait à vouloir m'intéresser à tous les éléments, on va dire, historiques et contemporains des mondes noirs. Donc j'ai d'abord travaillé sur le Brésil, qui est le premier pays noir après le Nigeria, et qui est vraiment un pays extrêmement intéressant en termes comment dire, de références africaines. Et puis après sur Walter Rodney, et puis on va dire sur les différentes comment dire, sociétés panafricaines et africaines qui existent aujourd'hui. Bien. Voilà. Et puis après, il y a aussi évidemment des éléments historiques, personnels, etc., qui font que je me suis intéressé à l'histoire par des rencontres que j'ai faites, des personnalités historiques que j'ai rencontrées, qui m'ont aussi donné l'envie, je dirais, de faire connaître leur parcours. Bien. Donc ça, c'était pour la présentation. Bon, donc on en vient au thème du jour. Donc quels sont les enjeux de la politique africaine? Hein, c'est bien pour ça que on nous regarde ce soir. Donc on attaque le vif du sujet. Hamza, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui dans la politique africaine? Ben, écoutez, ce qui ne va pas, c'est que aujourd'hui, 15 octobre, nous commémorons les 33 ans de l'assassinat de Thomas Sankara. Et on a l'impression que depuis 33 ans, l'histoire s'est arrêtée parce que il y a un fossé, il y a un trou de génération du point de vue de l'engagement politique, du point de vue de l'intégrité des uns et des autres, et puis surtout du point de vue, je dirais, de l'initiative politique. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Il y a énormément de choses qui devraient mieux aller quand on sait toutes les références historiques et politiques que nous avons dans notre histoire. Et dans le même temps, il y a des efforts qui sont faits pour que les choses s'améliorent. Donc je dirais qu'on est dans une période de dialectique où il faut relancer la question politique, il faut réhabiliter le politique qui souvent est très mal perçu en Afrique parce qu'il a été totalement discrédité
par des générations et des générations de régimes souvent cooptés par des intérêts non africains. Et aussi, il faut, je dirais, repenser les idéologies, les doctrines, les méthodes, les programmes politiques pour répondre concrètement aux problèmes qui se posent aux populations africaines du continent et de la diaspora, parce que je pense qu'il faut également inclure la question de la diaspora dans cette politique. C'est d'autant plus important qu'il y a quelques années, on avait vu beaucoup de personnes dire que le monde était politiquement sauvé par l'élection d'un président noir aux États-Unis, mais on voit bien que les choses sont beaucoup plus complexes en politique. Il y a des intérêts à décrypter. Il y a aussi des raisons, je dirais, à nourrir pour faire naître aussi des vocations. Donc c'est, je pense, ces éléments-là, on va dire de manière générale, qui font que beaucoup de choses ne vont pas dans notre monde, dans notre vie politique. Et en même temps, il y a des choses qui, je dirais, qu'on essaie d'améliorer. C'est souvent au niveau du privé que le politique va se répercuter. Et je cite souvent cette citation de Nathalie Etoké, qui est une autrice camerounaise, qui parlait de son pays, le Cameroun, et qui disait que le Cameroun est un pays tellement foutu en l'air que ce qui reste aux Camerounais, c'est d'être des parents excellents. Et je pense que l'éducation, la manière dont on est éduqué par nos parents ou la manière dont on éduque nos enfants quand on en a, est aussi une forme de politique sur laquelle nous devons réfléchir. Et donc le politique, il est aussi bien dans l'espace public que dans l'espace privé. Et c'est à partir, je dirais, de ces deux éléments de balancier, le public et le privé, que nous devons travailler, que nous devons construire et que nous devons, je dirais, avancer vers ce qui nous attend, c'est-à-dire la renaissance africaine et les réparations de tout ce qui a été détruit précédemment. Très intéressant, merci. Alors, tu parlais de confiance, tu parlais aussi de dirigeants politiques cooptés, n'est-ce pas, et dirigés en fait par d'autres intérêts. Souvent, on dit que les dirigeants africains sont tous corrompus. Est-ce que c'est ce que tu penses ? Alors, je pense que les dirigeants africains, pour la plupart, ont effectivement des soucis sur la question de l'intégrité. Je pense que c'est lié tout simplement au système général dans lequel l'Afrique évolue depuis, on va dire, 5 siècles, c'est-à-dire la période de l'esclavage et de la traite, où il y a eu une construction de la corruption, du clientélisme, construction de la prédation et une intégration du fait que nous ne vaudrions rien. Et donc, nous avons effectivement un certain nombre de dirigeants qui sont capables de se vendre pour pas grand-chose, qui sont prêts à tout aussi pour s'accrocher au pouvoir, parce que le pouvoir est corrupteur également, et le pouvoir est souvent corrompu. Et puis surtout, on a des intérêts privés qui sont mis en avant, qui sont parfois liés directement aux dirigeants, mais qui sont aussi parfois liés à l'entourage de ces dirigeants. Je ne suis pas certain que Blaise Compaoré, qui a exécuté Thomas Sankara par d'autres personnes interposées sur les ordres d'autres puissances que l'on connaît bien, notamment la France, je ne suis pas certain qu'il ait été le plus corrompu dans cette affaire. Je pense que nous avons tout un système qui est mis en place et qui fait en sorte que la corruption, je dirais, s'étale sur tout un ensemble de personnes qui après se tiennent par ce qu'on appelle l'omerta, c'est-à-dire cette loi du silence. Personne ne veut parler. Et c'est cette loi du silence qui fait que depuis 33 ans, eh bien, personne n'a été capable d'assumer l'assassinat de Thomas Sankara, personne n'a été capable de dire qu'il a été corrompu. On pourrait aussi citer le cas de Mobutu vis-à-vis de Lumumba. On pourrait citer beaucoup de cas où on constate que des dirigeants ou des proches de dirigeants ont été corrompus pour éliminer ceux qui voulaient avancer de manière intègre. Donc cette question de la corruption, elle est fondamentale.
est liée aussi à la manière dont on conçoit l'économie politique africaine aujourd'hui, puisque si on prend les pays comme le Gabon, comme le Cameroun, comme le Congo-Brazzaville, on sait que ce sont des pays qui reposent beaucoup sur la manne pétrolière. On sait que c'est souvent géré directement par les présidences, voire par le président lui-même. Et on sait que ce sont, par exemple, des formes d'économie qui génèrent énormément, je dirais, de pots de vin et de mécanismes de détournement de fonds. Donc, il y a aussi toute une économie politique qui est à purifier aujourd'hui et qui touche, je dirais, à cette question de la corruption. Donc c'est un vrai problème. C'est d'autant plus, comment dire, pathétique que la plupart des dirigeants, quand ils accèdent aux plus hautes fonctions, annoncent très souvent dans leurs premières mesures qu'ils vont lutter contre la corruption. Mais on constate que ça ne fonctionne pas. Alors qu'il y a sans doute des manières, je dirais, de régler ce problème de corruption. On peut citer le cas de l'ami de Thomas Sankara, Jerry Rawlings, président du Ghana, qui, lorsqu'il a une bonne fois pour toutes pris le pouvoir, eh bien, a, je dirais, utilisé la manière forte en éliminant, je dirais, ceux qui avaient trempé dans un certain nombre de scandales. On peut souligner que Thomas Sankara était un peu parti sur cette logique lorsqu'il avait mis en place les tribunaux populaires de la Révolution, mais malheureusement, il y a une caste, une oligarchie qui ne lui a pas pardonné. Et je pense que cette question de la corruption, elle est fondamentale. Si on veut libérer la politique africaine, il faut qu'on s'y attaque de la manière la plus radicale. Et c'est, je crois, tout le défi aujourd'hui qui se pose à nous. Eh bien, justement, tu parles de corruption. J'aimerais du coup qu'on puisse parler du rôle de la France en Afrique. Qu'est-ce que tu peux en dire? Bon, la France est présente en Afrique depuis très longtemps. C'est une histoire qui date de plusieurs siècles, déjà dans le contexte de la traite. Je pense que c'est important que la France a créé par la force ce que j'appelle des Antilles africaines, en Guadeloupe, en Martinique, d'où je suis originaire et où j'étais encore jusqu'à il y a 2 jours, en Guyane. Donc, la France s'est toujours appuyée sur la main-d'œuvre africaine qu'elle a mise en esclavage, pour laquelle elle a édicté des lois qui font toujours sens aujourd'hui, notamment le fameux Code noir en 1685, qui estimait que les captifs africains mis en esclavage devaient être déclarés être meubles, bien meubles. Donc la France a vraiment participé, je dirais, au premier élément qui est celui de la construction du racisme. On ne peut pas penser la corruption sans comprendre comment le racisme a été construit à ce moment-là. Parce que dans la construction du racisme, il s'agit tout simplement de dévaloriser la personne noire, d'en faire un nègre, et à partir du moment où on en fait un nègre, c'est quelque chose qu'on peut acheter et revendre. C'est quelque chose sur lequel on peut faire du profit. Et donc la France a participé, je dirais, à cette construction du profit. Elle a également, comment dire, été confrontée à la première décolonisation africaine, qui est l'indépendance d'Haïti en 1804, avec Jean-Jacques Dessalines. Et la manière dont elle a répondu à l'indépendance d'Haïti est très importante parce que c'est une victoire militaire, la bataille de Vertières, contre les troupes de Napoléon. Et Napoléon est à l'origine de l'État français tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est lui qui est à l'origine de la Banque de France, des grandes écoles, d'un certain nombre de loges, d'un certain nombre comment dire, de lois qui sont aujourd'hui en vigueur. Et lorsque Haïti prend son indépendance, la France va lancer ce qui est aujourd'hui quelque part la France-Afrique, c'est-à-dire un système néocolonial où on ne pardonne pas à une puissance dirigée par des Africains, Haïti, de s'être libérée de manière unilatérale. Et donc, qu'est-ce que la France va faire? Dans les médias français, il y aura une propagande raciste et négrophobe vis-à-vis d'Haïti. Donc, comme on dit, avant de tuer quelqu'un physiquement, on le tue médiatiquement. Et donc, Haïti va être victime d'une guerre médiatique atroce. Deuxièmement, on va imposer un embargo militaire. Donc, les embargos militaires ne sont pas nés avec la crise de Côte d'Ivoire ou des cas contemporains. Ils
ces embargos militaires sont nés au lendemain de l'indépendance d'Haïti. Et troisièmement, vu qu'il y a embargo militaire et menace de recolonisation, on impose quoi? Une dette, la dette de l'indépendance, qui est en fait un racket. Et il faut savoir que c'est à partir de cette politique de la dette que la France va mettre en place, notamment un peu plus tard au niveau du Sénégal, ce qu'on appelle la Banque du Sénégal, qui est en fait l'ancêtre de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest et duquel découle le fameux système du franc colonial. Donc la France, je dirais, au lendemain de la perte d'Haïti, va se recentrer sur le continent africain, donc l'Algérie, l'Afrique subsaharienne, en menant des guerres de conquête et je dirais en éliminant les chefs africains qui résistaient. Les Samori Touré, des Bianzins, beaucoup d'autres vont être éliminés en étant, je dirais, poussés à la faute, c'est-à-dire que la France va, je dirais, se donner de manière hypocrite le beau rôle. Elle va conquérir des peuples et des territoires en faisant croire qu'elle les libère de qui? Qu'elle les libère des tyrans africains qui étaient en fait nos héros africains. Et donc, il y a déjà cette falsification, cette inversion de l'histoire qui est très problématique. Il y a déjà cette idée que finalement, nous venons pour libérer les Africains de leurs tyrans qui les dominent. Et en même temps, nous installons quoi, entre guillemets, la civilisation à l'époque, la démocratie aujourd'hui. Donc, il y a, je dirais, tout un continuum donc, sur lequel je pourrais parler pendant des heures, qui fait que la particularité de la France est d'avoir, je dirais, vraiment construit un système qui a été mis en place pour durer, une logique de protectorat, qui consiste tout simplement à placer des dirigeants, à les mettre en porte-à-faux avec leur population et à s'assurer aussi que ces dirigeants-là soient suffisamment formés dans le cadre des intérêts français pour être capables de défendre ces intérêts français comme s'ils défendaient leurs propres intérêts à eux. Et donc, au moment de la Seconde Guerre mondiale, la France va acquérir son statut de puissance de vainqueur grâce à l'Afrique. Donc, c'est le général de Gaulle qui dit à Londres que la France n'est pas seule, qu'elle a un vaste empire derrière elle. Et donc, c'est depuis Brazzaville, puis depuis Alger, que la France va être libérée avec des soldats africains, dont le papa de Thomas Sankara faisait partie. Ça, c'est des éléments, je pense, aussi importants. Et donc, après, je dirais, cette libération de la Seconde Guerre mondiale, elle va néanmoins mener un certain nombre de massacres, notamment celui de Tiaroy, qui montre qu'elle est absolument incapable de reconnaître ce qu'elle doit aux Africains. 1944, le massacre de Tiaroy, 1945, officiellement le franc CFA, et puis 46 à 58, la quatrième République, dont François Mitterrand va être l'un des piliers, et François Mitterrand, en 1950, va retourner Félix Houphouët-Boigny et le Rassemblement démocratique africain, et à partir d'une petite élite africaine, ils vont produire ce qui, au moment des fameuses indépendances, qui ne sont pas des indépendances mais des transferts de compétences, vont perpétuer ce système de domination néocoloniale du point de vue militaire, du point de vue économique avec le franc CFA, du point de vue culturel avec la francophonie, etc., etc. Et donc, je dirais qu'on est en 2020 toujours dans un continuum qui date vraiment, je dirais, du 16e, 17e siècle et qui ne cesse de se perfectionner et qui est extrêmement vicieux. L'une des dernières formes, c'est la manière tout simplement dont on sait bien que Macron veut la fin du franc CFA pour mettre en place l'ECO, qui est une monnaie pire que le franc CFA, qui est un système pire que le franc CFA. La manière dont on voit également la France agir au niveau du Sahel, avec ce statut de gendarme de l'Afrique, un statut autoproclamé, qui n'est réclamé par aucun peuple africain souverain. Et enfin, je dirais, cette forme de condescendance, cette forme de suffisance, cette forme d'arrogance que l'on retrouve dans toute la lignée des présidents français depuis très longtemps, qui consiste vraiment à traiter l'Afrique comme quelque chose qui serait, je dirais, leur chose à eux. Donc je dirais que le rôle de la France dans ce système de corruption, dans ce système de domination, est profondément structurant et il est à interroger et à mettre en relief avec les autres États africains qui ne sont pas dans ce champ
d'influence française et qui s'étonne encore aujourd'hui de voir le rôle que la France peut jouer dans ces pays-là. Et il suffit de voir la manière dont le Ghana et le Nigeria ont réagi vis-à-vis de la manière dont les pays francophones traitent la question notamment monétaire actuellement. Bien. Je voulais te poser une question un peu plus, comment dire, je dirais d'actualité sur un documentaire qui a été diffusé la semaine dernière. Alors, l'as-tu regardé? C'est décolonisation, pardon, du sang et des larmes. Si tu l'as vu, dis-moi. Et qu'en as-tu pensé? Alors oui, je l'ai regardé parce que je l'ai présenté en Martinique. J'étais les 2 dernières semaines en Martinique pour présenter un festival où nous avions ce documentaire. Je l'avais même vu avant qu'il ne soit totalement monté, avec notamment des différents rushs sur les images d'archives, avec les différents codes timing. C'est un documentaire qui accompagne également un livre qui a été récemment publié, notamment, je crois, par l'équipe de Pascal Blanchard, avec lequel j'étais supposé avoir un débat demain, mais j'ai constaté qu'il s'est désisté et qu'il sera remplacé par quelqu'un d'autre. Donc, c'est assez particulier. Bon, pour moi, c'est un documentaire colonialiste. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Tout simplement parce qu'on ne peut pas parler des décolonisations sans commencer par parler de Haïti. Haïti, l'histoire de Haïti est totalement censurée. Et donc, un documentaire qui parle des décolonisations sans parler de la première décolonisation de l'histoire de France, c'est un documentaire révisionniste parce qu'il rate le coche. On ne peut pas comprendre cette histoire si on ne traite pas du cas d'Haïti. Deuxièmement, c'est un documentaire qui s'appesantit sur la guerre d'Algérie, qui parle un petit peu de la Martinique et qui est traversé par la question de la violence et qui n'aborde pas un personnage comme Frantz Fanon. Et donc, je pense que un documentaire qui ne parle ni de Haïti ni de Frantz Fanon est un documentaire qui n'est clairement pas fait pour les Africains. C'est un documentaire grand public qui vise quelque part à toucher, je dirais, la bonne conscience d'un certain public occidental. C'est un documentaire qui s'inscrit aussi dans une volonté soi-disant d'écrire une nouvelle page des relations entre la France et l'Afrique, mais qui est très léger dans les passages consacrés à l'Afrique. Je trouve que le cas de Tiaroy est traité avec une légèreté qui pose beaucoup de problèmes. C'est également un documentaire qui obéit à une mise en scène qui, je pense, est très problématique parce qu'on a l'impression bon, déjà les images ont été travaillées, il y a une musique, il y a une scénarisation, il y a des images de violence qui, à mon sens, n'étaient pas pertinentes et puis surtout, il y a une faiblesse dans l'utilisation des différents concepts. Parler des décolonisations comme si la France était seule au monde, sans parler du fait que quand De Gaulle dit qu'il est dans notre intérêt de pratiquer la décolonisation, c'est parce qu'en face, il y a Kwame Nkrumah qui propose les États-Unis d'Afrique. Et donc, quand on propose la décolonisation, il s'agit de balkaniser les ensembles africains pour pouvoir peser suffisamment dans ce contexte-là. Et plus on balkanise, plus il est difficile de mettre en place le panafricanisme. Parler du Maroc, parler du sultan du Maroc en disant qu'on l'a enlevé et remplacé par un sous-fifre, sans expliquer que ce que la France reprochait notamment au sultan Mohamed V, c'était d'être un peu trop proche des Américains. Je pense que c'est rater également beaucoup d'éléments qui permettraient de mieux comprendre cette phobie de la France de voir ces anciennes colonies se tourner vers d'autres acteurs, vers les Américains, vers les Soviétiques ou aujourd'hui vers les Chinois. C'est quelque chose, je dirais, qui est consubstantiel à la France parce que la colonisation a été construite de telle manière à ce que nous voulons, nous Français, que les Africains nous aiment. Tout a été fait pour qu'au moment des décolonisations, il y ait, entre guillemets, cet amour des Africains pour la France. Et donc, tout était fait pour que jamais les Africains ne regardent ailleurs que vers la France. Or, quand on regarde en fait cette histoire-là, eh bien, il y a des interactions. Les militants camerounais sont en lien avec le Ghana. C'est d'ailleurs quand ils voient l'indépendance du Ghana qu'ils sont très contents de cette indépendance-là. Le documentaire ne parle pas non plus du Niger, le parti Sawaba. Donc, bref, il y a énormément d'angles morts qui sont peut-être, pour moi, je pense, des censures.
qui font que ce documentaire-là, il est faible, il est très très faible. Et je suis pas surpris, bon, que ça, comment dire, que pour le grand public, ça soit quelque chose d'extraordinaire, mais pour un historien, un minimum informé de toute cette histoire-là, c'est un documentaire très faible et qui, bon, est certes fait découvrir des choses à ceux qui ne connaissent pas, mais pour moi, il n'est pas, il n'est pas à la hauteur, je dirais, du sujet. Maintenant, bon, il est là, il existe, il y aura des débats autour. Je pense que quand nous avons eu des débats autour de ce film en Martinique, mais le public martiniquais ne s'y est pas reconnu, parce qu'il a trouvé que l'approche était encore misérabiliste. Il y avait un regard qui était porté sur les luttes, qui était à chaque fois condescendant. C'est vraiment un regard blanc, un regard colonial, et quelque part un regard raciste. Donc je trouve que il y a encore du travail à faire, nous pouvons faire mieux, nous devons faire mieux, et nous ne devons pas vraiment nous contenter de ce type de documentaire. Il faut que nous fassions mieux. Donc je comprends les personnes qui se sont aussi posé la question de comment se fait-il qu'un tel documentaire passe à 1 heure de grande écoute sur une chaîne publique. Je l'ai dit dans un message, la France n'a pas honte d'avoir colonisé. Elle, je dirais, elle est même fière d'avoir colonisé. Et je pense que ce type de documentaire peut se regarder sous 2 angles. D'un côté, cette idée que, à un moment, la France a été grande et que cet empire, eh bien, on en éprouve une forme de nostalgie. Et je crois que la nostalgie coloniale, elle est en train de revenir en force aujourd'hui dans la manière dont la France accroche au niveau du Mali, la manière dont la France essaye de renouer cette histoire d'amour avec l'Afrique, la manière dont elle maintient, je dirais, des relations incestueuses sur fond de violence et sur fond, je dirais, comment dire, de pillage et de prédation. Donc pour moi, ce documentaire-là, bon, on peut le voir, mais il est vraiment à regarder sous un angle très critique parce il est historiquement très faible. Il y aurait beaucoup, beaucoup de points sur lesquels je pourrais revenir dessus. Bien, justement, il y a encore un point sur lequel j'aimerais que tu nous enseignes. Alors, l'accès aux archives, moi, c'est quelque chose qui m'a questionné en regardant ce documentaire. Il y a beaucoup d'archives. Mais est-ce que, quelque part, ces archives ne devraient pas revenir, finalement, au peuple colonisé, puisque c'est aussi un bout de leur histoire. Finalement, elles sont un peu érigées comme des trophées d'une histoire. Voilà, même si on parle de décolonisation, mais quand même. Qu'est-ce que tu en penses? Alors oui, il y a eu 2 débats, enfin 2 axes de débat autour de ce documentaire. Donc moi j'ai évoqué le débat, on va dire, sur le fond, qui n'est pas trop apparu dans les réactions. Généralement, quand les gens attaquent le documentaire, c'est pour plutôt parler, on va dire, de la forme, en disant que bon, Pascal Blanchard est connu hein, pour déjà ne pas vraiment être considéré comme un historien, c'est plutôt un entrepreneur culturel. C'est quelqu'un qui a déjà utilisé des archives coloniales, donc qui fait en fait tout un business sur les archives, qui les achète, les revend, les prête, fait des expos, monte des expos, travaille avec des entreprises coloniales pour redorer leur blason, et qui avait déjà produit un livre sur sexe et race dans les colonies, qui avait posé beaucoup de problèmes parce qu'effectivement, il met en scène des personnes qui sont nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, etc. Donc, de quel droit se permet-il de nous montrer ainsi? Il y a effectivement dans les 2 documentaires beaucoup d'images d'archives qui interpellent. Parce que ce sont des archives qui ne sont pas à disposition des peuples ou des publics africains. Au moment des indépendances, il n'y a pas eu, je dirais, de transfert du point de vue des archives qui existaient. Il y a eu plutôt un rapatriement de toutes les archives qui étaient présentes en Afrique vers Paris. Derrière ce rapatriement, il y a aussi eu le rapatriement, enfin le pillage des dernières œuvres d'art qui étaient présentes. C'est-à-dire que tous les colons qui avaient aussi des œuvres d'art en Afrique, souvent acquises
par des procédés fallacieux en 1960 et les ont aussi rapatriés en France. Donc, la question des archives, pour moi, elle va effectivement avec celle de la restitution des objets volés pendant la colonisation. Elle va également avec l'ouverture des archives classées secret défense, dont celles qui sont liées à Thomas Sankara, qui ont été en partie ouvertes dans le cadre du procès qui est en cours concernant donc les commanditaires de son assassinat, les circonstances de son assassinat. Il y a, je dirais, tout un travail qui doit être fait à ce niveau-là, qui est un travail, je dirais, politique. Nous devons récupérer nos images, nous devons récupérer nos sources, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas normal que nous ayons autant de difficultés à écrire nous-mêmes notre propre histoire. Il n'est pas normal que la plupart des films produits sur notre histoire se fassent par des réalisateurs souvent non africains pour la plupart, et qui disposent de fonds auxquels les réalisateurs africains n'ont pas accès. Ils n'y ont pas accès soit parce que venir en France est compliqué, il faut avoir le visa, et peut-être que quand vous indiquez dans votre demande de visa que vous venez pour faire des recherches dans les archives, qu'on vous demande quelles archives, le visa ne vous est peut-être pas délivré. Et une fois que vous êtes ici, avoir accès à certains fonds, eh bien, il faut parfois être coopté, il faut connaître, et force est de constater que beaucoup de choses liées à l'Afrique font justement l'objet de l'omerta, parce que de l'argent se fait sur notre dos, de l'argent se fait sur notre mémoire, sur nos mémoires, de l'argent se fait sur nos histoires, et ça aussi c'est quelque chose qui est extrêmement grave, de l'argent se fait sur nos productions culturelles, artistiques, musicales et autres. Et donc cette question des archives, elle est, je pense, très importante à traiter, parce que qui détient les archives détient effectivement le pouvoir d'écrire l'histoire. En parallèle, il faudrait aussi qu'au niveau des États africains, au niveau des sociétés africaines, eh bien, il y a aussi une prise de conscience de l'importance de ces archives. Le cas de Thomas Sankara est très important. Je dis très souvent que Thomas Sankara est présent parce que nous avons énormément d'archives vidéo. Je pense que si, en tant qu'historien, je devais raconter à des jeunes comment Thomas Sankara a répondu à François Mitterrand lors du dîner, je pense qu'ils n'auraient pas le même ressenti qu'en voyant les images de Thomas Sankara qui répond à François Mitterrand. Et donc, on voit bien quel est le poids, justement, de toutes ces images et de toutes ces sources. Et c'est pour ça qu'il est important, je dirais, qu'il y ait un travail qui soit fait pour que tout cela soit récupéré et restitué, qu'on récupère nos bandes, et qu'on soit un peu plus vigilant sur la manière dont nos images sont exploitées. Donc, tu parlais des œuvres d'art. Je fais forcément un lien avec ce qui se passe actuellement. Donc, on a pu voir Wazulu Diabanza du MUDC pour ceux qui ont suivi dans le chat. Je ne sais pas si vous avez suivi. Qui s'est rendu au musée du Branly et puis dans d'autres musées aux Pays-Bas, à Marseille, pour tenter de récupérer des œuvres. Son procès a eu lieu il y a 2 semaines. Le verdict est tombé hier, pour l'un d'entre eux en tout cas, puisqu'il y en a d'autres à venir. Qu'en as-tu pensé ? Bon, moi, Zulu est un camarade, c'est un camarade de lutte, c'est un activiste, c'est quelqu'un qui est sur le terrain, c'est quelqu'un qui donne de son corps, qui donne de son temps, qui se met en insécurité et qui a des convictions. Donc, il a déjà mené un certain nombre d'actions dans des ambassades, dans des banques, dans des bureaux de poste, pour dénoncer en fait l'absurdité du système néocolonial, pour montrer justement par l'absurde en quoi ce système doit être démantelé. Et lorsqu'effectivement la question des objets d'art s'est posée, bon d'ailleurs elle se pose depuis un certain temps, et que l'action a été faite au Quai Branly, je pense que à titre personnel, c'est une grande action qui a été menée. Je pense qu'il fallait le faire. Je pense que c'était important que cela soit quelqu'un comme lui qui le fasse. Et je pense que ça a fait réagir beaucoup de personnes à un moment où cette question de la restitution des objets d'art était un peu en train de tomber
je dirais, dans un tiroir. Certes, du point de vue législatif, des choses ont avancé. Il y a, comment dire, des auditions qui ont été faites et un projet de loi qui a été passé donc au niveau de l'Assemblée nationale. Puis demain, il va être discuté déjà au niveau du Sénat. Ce qui est assez particulier, c'est que ce projet de loi présenté notamment par un député donc de La République En Marche, Yann Kerlougo, et soutenu, on va dire, enfin surveillé par Roselyne Bachelot, a été présenté et adopté le jour même du procès de Mwazulu Diabanza. Et donc je trouve que c'est un signe assez particulier. Je trouve que c'est vraiment une manière assez colonialiste et particulière de la part de l'État français de faire coïncider ces deux événements. Parce que le procès présente Mwazulu comme un hors-la-loi, comme quelqu'un qui a outrepassé la loi. Donc, le procureur avait requis une amende de 1 000 euros. Et donc, je crois qu'il a été condamné à une amende de 1 000 euros par rapport à laquelle il va faire appel. Et dès le départ, il a dit qu'il est hors de question qu'il paye cette amende. C'est le Quai Branly qui va payer les 1 000 euros. Et je crois qu'il touche effectivement à un point sensible, c'est que derrière ces affaires de restitution, il y a des affaires de gros sous. Ce sont des affaires économiques. Là où nous voyons, je dirais, du culturel, du spirituel, des objets qui doivent rentrer, etc., ben en fait, c'est des espèces sonnantes et trébuchantes. Nous savons que, par exemple, dans le cas du Bénin, une première demande avait été faite en 2016, elle avait été rejetée par Jean-Marc Ayrault. Quand Macron est arrivé au pouvoir, il s'est empressé d'aller à Ouagadougou, hein, donc pour dire que, d'une part, il allait ouvrir les archives sur Sankara, et donc ça, forcément, ça parle à la jeunesse, et que d'autre part, il allait assurer dans un délai de 5 ans le retour des œuvres pillées pendant la colonisation. Enfin, il n'a pas dit ça sous cette forme-là, mais il a dit ainsi. Il revient à Paris, immédiatement, il nomme Felwine Sarr et Bénédicte Savoy pour faire un rapport, en sachant que les conclusions du rapport étaient déjà écrites avant même qu'on demande à Felwine Sarr et Bénédicte Savoy de faire ce rapport. Une fois que le rapport est rendu, il dit « Je vais rendre immédiatement 26 objets au Bénin et le sabre au Sénégal ». Bon, le Bénin a dit « Écoutez, vous allez nous rendre les objets quand on vous dira de nous les rendre ». C'est-à-dire qu'il y avait une volonté de Macron d'aller plus vite que la musique. Parce que derrière cette affaire de restitution des objets d'art, c'est un vaste coup diplomatique et économique qui est en train d'être mené. Actuellement, l'Agence française de développement a investi quelque chose comme, je crois, 12 millions d'euros pour participer à la construction des fameux musées au Bénin qui sont supposés accueillir les objets du Trésor royal de Béhanzin. C'est la première fois que l'Agence française de développement investit des millions dans quoi? Dans un projet culturel. Parce que la France a compris qu'il lui est important de mettre en place une diplomatie économique et culturelle sur ces questions-là. Qu'est-ce qui a mis à la France la puce à l'oreille? C'est le fait que la Chine a financé le musée des civilisations noires de Dakar. Et la France, quelque part, n'a pas pardonné au Sénégal de s'être fait doubler par la Chine sur cette opération. Et quand Édouard Philippe est parti à Dakar pour remettre le sabre attribué au fils d'El Hadj Omar Tall, il faut savoir que derrière la remise du sabre, il y a eu un certain nombre de contrats qui ont été signés. Des contrats d'armement, des contrats économiques, etc., etc. Donc on voit bien que derrière, je dirais, ces artifices autour d'objets culturels qui ont une importance, il y a d'autres approches économiques qui sont en train d'être mises en place. Il faut aussi regarder comment évolue le marché de l'art. L'annonce de Macron a entraîné une vaste spéculation autour de l'art africain. Et donc, il faut aussi s'interroger sur la manière dont ce type d'annonce relance le marché de l'art africain. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au lendemain de l'action de Mwazulu au Quai Branly, le Quai Branly a dit « Nous avons reçu un courrier de quelqu'un qui est un important donateur du Quai Branly, qui a estimé que les œuvres n'étaient plus en sécurité dans le musée et qui a demandé à les récupérer. » Et donc, on voit bien que derrière toutes ces actions, derrière tous ces débats,
il y a aussi la question, je dirais, du marché de l'art africain, qui est un objet de spéculation très important. Très important. Et je pense qu'il faut vraiment avoir ces différents aspects à l'esprit pour comprendre vers quoi nous allons et pour comprendre, encore une fois, quel sera le rôle que l'on veut faire jouer aux Africains et à l'art africain à notre insu. Voilà. Maintenant, sur Moizoulou en lui-même, je pense que son action lui a donné aussi une visibilité internationale. Il est passé dans des médias, je pense aux États-Unis, un peu partout en Europe, etc., qui est intéressante parce que la France n'aime pas une chose, la France n'aime pas que des pays étrangers occidentaux s'intéressent à ces petites affaires. Et je crois que plus on mettra à nu ce système-là, plus il sera gêné et plus il commettra de fautes et d'erreurs et plus il nous reviendra à nous, derrière les actions des activistes, de voir comment politiquement exploiter ces erreurs et ces fautes à notre profit. Bien. Alors, j'ai l'habitude de dire que l'Afrique n'est pas pauvre, que l'Afrique est appauvrie. Si demain tu devenais président de l'Afrique, qu'est-ce que tu ferais? Bon, je pense qu'il y a... L'Afrique est un marché, est un paradis de la prédation et c'est un marché de la pauvreté. C'est-à-dire que même notre pauvreté est vendue, même notre pauvreté est quelque part une richesse. Et on le voit par exemple dans toute l'affaire du Covid, hein, où tout le monde se demande comment se fait-il que l'Afrique n'est pas impactée, qu'il n'y ait pas des millions de morts en Afrique, etc. Je ne dis pas que c'est notre pauvreté qui nous sauve, mais je pense que nous sommes moins embarqués que le reste du monde dans une catastrophe qui attend l'Europe, l'Occident, la Chine, etc. Donc nous avons quelque part plus de marge de manœuvre, en tout cas plus de recul vis-à-vis du précipice qui est au devant de l'humanité. Néanmoins, il y a, je pense, un certain nombre d'urgences et parmi celles-ci, la nécessité de vaincre la fatalité. Vaincre la fatalité parce que l'Afrique est souvent vue comme un continent qui est en déficit de solutions, un continent auquel il faudrait apporter des solutions clés en main. Et je pense que cette question du déficit de solutions, il faut, je dirais, la traiter de la manière la plus rigoureuse possible. Et donc, la première chose que je ferais, un peu comme Fela Kuti, quand il s'était Fela Kuti, dont on célèbre l'anniversaire aujourd'hui, ce 15 octobre, qui était très proche de Thomas Sankara, Fela Kuti s'était présenté à un moment aux élections présidentielles au Nigeria. Et il disait que s'il était élu président, eh bien, pendant les 2-3 premiers mois, il ne ferait rien. Il passerait en fait son temps, je dirais, à écouter et à faire un audit de la situation. Et je pense que nous avons besoin aujourd'hui de faire un audit du continent africain, de voir qu'est-ce qui marche ici ou là et qu'est-ce qui ne marche pas. Et retenir par rapport à chaque secteur ce qui marche dans un pays ou dans un autre et voir comment ce qui marche dans un pays peut être adapté au reste du continent africain. Donc ça, c'est un premier élément, c'est-à-dire que je mettrais vraiment en place une équipe de têtes chercheuses, une équipe d'experts, une équipe de personnes citoyennes qui feraient ce travail-là pendant 2-3 mois. Ensuite, je pense qu'il est important de travailler sur la question de la représentation du continent africain, des éléments de représentativité, parce que ce n'est pas un président qui va régler le problème. Les présidents n'ont pas de pouvoir. Les présidents n'ont le pouvoir que leur fonction permet. Et pour tenir, pour diriger, pour gouverner, ils ont besoin d'être bien entourés. Ils ont besoin d'avoir des équipes, ils ont besoin de déléguer. Et je pense que cette notion de délégation est très importante. Pour déléguer, il faut identifier un certain nombre de programmes. Je pense qu'il y aurait une dizaine de programmes que j'appellerais des programmes fédéraux vitaux, vitaux dans le sens, comment dire, de la renaissance africaine,
Donc, ce sont des questions effectivement de vitalité, c'est-à-dire que nous devons mettre la priorité sur des politiques panafricaines de santé publique. Et qui dit santé publique aborde aussi la question de l'environnement, de l'alimentation, du bien-être. Je crois que la priorité aujourd'hui, c'est faire en sorte que nous ayons des populations qui soient dans le bien-être. Je pense que c'était la vision de quelqu'un comme Thomas Sankara. Il ne s'agit pas de traiter, on va dire, des ressources en priorité, notamment des ressources minières, mais de traiter du bien-être des populations. Parce qu'une population qui est bien dans sa peau, c'est une population qui est capable, je dirais, d'avoir confiance en elle. Donc la politique de vitalité, un programme fédéral de vitalité sur les questions de santé, environnement, alimentation, etc. Deuxièmement, un programme fédéral sur la question des humanités. Parce que là aussi, nous avons besoin, je dirais, à travers les humanités, de définir quelle est notre conscience commune, quelle est la conscience continentale, quels sont les éléments qui font que l'Afrique va, pendant un certain temps, se fermer vis-à-vis du reste du monde et se recentrer sur elle-même. Je pense que cette notion de fermeture, elle est importante. Nous avons besoin de nous centrer sur nous-mêmes, de parler entre nous. Et pour cela, nous devons utiliser les humanités comme plateforme d'échange entre nous, c'est-à-dire nos langues, nos histoires, nos cultures, etc. Ensuite, une plateforme sur les technologies, parce que nous avons beaucoup, je dirais, de potentiel à l'échelle du continent africain. Et la question des technologies s'appuie effectivement sur les savoirs traditionnels et endogènes. Les transports, je crois que le continent africain, 30 millions de kilomètres carrés, est souvent un continent extraverti, c'est-à-dire que pour aller d'un point à l'autre du continent africain, il faut parfois sortir de l'Afrique. Et donc nous avons besoin, je dirais, de repenser nos communications, parce que nos communications sont dépendantes de deux choses. Elles sont dépendantes d'une part des frontières issues de la colonisation, et d'autre part, elles sont dépendantes des nouveaux mécanismes de colonisation, tels que la route de la soie que met en place la Chine au niveau du continent africain avec des logiques de corridors. Donc c'est à nous, je dirais, de déterminer quels sont les axes structurants de notre développement économique et industriel. Donc, le programme industriel, évidemment, qui est aussi une priorité, la question de la monnaie, la question de la défense, la question de la diplomatie, qui sont des classiques, je dirais, d'une vision programmatique continentale, et la question de la diaspora, c'est-à-dire faire en sorte que, en tant que puissance continentale, en tant que dirigeant d'un continent, eh bien, nous soyons capables également d'aller protéger nos fils et nos filles, nos cousins et nos cousines qui sont à l'extérieur du continent africain. Et donc tout cela nécessite pour moi vraiment de trouver les bonnes personnes aux bons endroits. Et donc je pense que le travail d'un dirigeant, justement, c'est de constituer les meilleures équipes possibles et de ne pas se tirer la couverture à lui. Moi, j'ai une manière de travailler qui est vraiment celle d'un chef d'orchestre, c'est-à-dire que je préfère être celui qui tourne le dos au public, qui tourne le dos à la foule, dont personne ne voit jamais forcément l'identité, mais qui s'attelle à faire travailler les musiciens, qui, eux, voient le public et sont vus par le public. Et donc, par principe, je suis contre la notion de président parce que je pense qu'il faut voir les choses de manière horizontale. Et donc, l'un des éléments aussi que je ferais serait aussi de repenser justement cette question de présidentialité pour revenir à peut-être davantage de collégialité dans la manière de faire de la politique aujourd'hui. Bien. Alors, si tu es d'accord, on va passer aux questions du live, puisque du coup, là, on va un peu déborder sur notre créneau. On avait dit 1 heure, mais c'est pas grave, c'est très intéressant. Alors, la première question. Donc, le président du Ghana a dit qu'il fera tout pour enlever la mainmise de la France sur les pays africains francophones. Comment pense-t-il le faire dans une vision panafricaine et pas pour des fins et pas à des fins géopolitiques qui voient s'affronter la France contre le duo Angleterre-USA?
On Bon, ne nous voit plus du coup. non, je pense que le Ghana est un pays qui a une tradition panafricaine, du fait de Ouais. Kwame Nkrumah, qui a été le grand adversaire de Félix Houphouët-Boigny et qui a été renversé avec aussi comment dire, une forme d'ingérence française et aussi américaine, il faut le dire. Je pense que dans ce contexte-là, il y a plusieurs possibilités. Il y a ce qui est souvent classique, c'est-à-dire qu'on travaille avec les ennemis secondaires contre les ennemis principaux. Et donc ça, c'est tous ceux qui disent qu'il faut se tourner vers la Russie, vers la Chine, pour enlever la France, des mains de la France du continent africain. Bon, moi, je pense que c'est une approche qui est assez dangereuse parce que faire rentrer davantage d'autres acteurs non africains en Afrique veut dire que comment dire, nous chargeons le bateau d'autres puissances que nous aurons tout autant de mal à faire partir lorsqu'il s'agira bien, de les faire partir. Donc je pense que ce n'est pas forcément pertinent. Et c'est d'autant moins pertinent que plus on fait entrer d'autres acteurs en Afrique, plus les acteurs qui sont présents sont convaincus du fait qu'ils doivent rester en Afrique. C'est vraiment la vision française. La France ne partira pas parce que pour elle, si elle part, les Chinois vont arriver, etc. Tout ça. La France ne se dit jamais si je pars, les Africains vont prendre leur destin en main. C'est toujours si je pars, les Chinois, les Américains vont arriver. Et donc je pense que c'est un élément dont il faut tenir compte. Deuxièmement, l'autre approche, je dirais, c'est s'appuyer sur, je pense, un certain nombre de puissances africaines, puissances régionales, qui n'ont pas un complexe vis-à-vis de la France et qui savent parler d'égal à égal avec la France et qui pourraient faire, d'un point de vue politique, du chantage à la France si on était en capacité, je dirais, de mettre en place une vraie campagne sur la question de la France-Afrique et du néocolonialisme, une campagne du niveau de la campagne qui avait été menée dans la lutte contre l'apartheid. Et donc là, de ce point de vue-là, il y a des pays comme l'Éthiopie, des pays comme l'Angola, des pays comme l'Afrique du Sud. Il y a quelques pays en Afrique qui traitent avec la France, des pays comme le Nigeria, qui, je pense, s'ils étaient un peu plus sensibilisés sur ces questions-là, seraient en capacité peut-être de faire le levier vis-à-vis donc de cette présence française en Afrique. Il y a enfin la troisième option qui est, je dirais, euh, celle de soutenir tout simplement de la part de ces pays, de soutenir d'autres courants, d'autres forces alternatives qui seraient en mesure de, comment dire, d'aller sur le terrain politique et, je dirais, d'inverser le rapport de force à ce niveau-là. Donc, je pense que ce sont vraiment les trois options. Donc, le choix de l'ennemi, des ennemis secondaires pour lutter contre l'ennemi principal, la recherche, je dirais, de partenariats stratégiques dans le cadre d'une vraie campagne, type la campagne de la lutte contre l'apartheid, mais centrée sur des questions liées à la France-Afrique ou plus généralement à la question, par exemple, des bases militaires étrangères qui sont sur le sol africain. Donc là aussi, il y a tout un mouvement qui existe déjà et qui parfois touche aussi les populations occidentales. Et troisièmement, ben, c'est tout simplement soutenir, je ne vais pas dire des forces subversives, mais soutenir des mouvements alternatifs, panafricains, à l'intérieur du continent pour que ces mouvements-là prennent de la force et soient en capacité de faire la révolution de l'intérieur. Merci. Alors, on a une autre question donc, de Gora Melvin Ondeno. Donc, que faire face à la vente de terres massive qui a lieu en Afrique? Oui, la vente de terres, l'accaparement des terres, c'est un élément de la colonisation. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand les colons arrivent, ils s'emparent des terres, ils s'emparent des âmes avec la religion. Et très souvent, la religion vise à abandonner justement la terre. Et donc l'Église catholique ou protestante est propriétaire d'énormément d'hectares en Afrique. Je ne saurais le mesurer, mais elle est très présente en termes de propriétaires foncières.
Et l'accaparement des terres aurait dû, je dirais, faire l'objet de, d'un traitement particulier au moment où nos États étaient censés retrouver une souveraineté. Ça va être le débat notamment sur les fameuses réformes foncières, réformes agraires que presque tous les États finalement ont connues au moment de l'indépendance. Comment redistribuer la terre, quel statut donner à la terre, en sachant que c'est la terre qui nous fait vivre. C'est la terre qui produit les aliments, la nourriture, qui nous rend autonomes, autosuffisants et qui nous évite d'être dépendants des importations. Force est de constater que dans cette réflexion sur la vente des terres massives, c'est aussi ce que Thomas Sankara soulignait, c'est-à-dire le fait que nous sommes sortis du modèle où nous devrions consommer ce que nous produisons et produire ce que nous consommons pour abandonner le travail de la terre et vendre la terre ou vendre nos ressources qui sont dans les sous-sols en échange d'argent qui nous permettent d'importer de la nourriture qui vient d'Indonésie, de Chine, du Brésil, etc., etc. Donc pour moi, il y a aussi une révolution du point de vue de l'économie politique, du point de vue de l'agroéconomie qui a à faire à ce niveau-là. Il y a aussi un travail sur la constitutionnalisation des terres pour les rendre inaliénables, pour aussi peut-être les nationaliser par la force, donc la question de l'expropriation dans certains cas. Là, on voit effectivement l'actualité au niveau, par exemple, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe. Également le cas de l'Éthiopie, où des mesures peuvent être mises en place, telles que la nécessité que les terres qui soient achetées soient aussi détenues à 51% par des locaux, par des autochtones, sauf que cette mesure qui fait que seuls les autochtones peuvent acheter la terre est contournée par le fait qu'aujourd'hui, nous avons des Français, des Libanais, des Coréens, etc., qui achètent des passeports africains qui leur permettent d'acheter des terres et de rentrer dans ce cadre-là. Donc pour moi, il faut, je pense, mettre en place un certain nombre de garde-fous à l'échelle continentale, si possible, et surtout reprendre le travail à la base. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, notamment parmi la diaspora, parmi ceux qui font notamment le retour en Afrique, il y en a de plus en plus qui posent la question de la terre. On a des personnes dans la diaspora qui disent qu'elles veulent acheter de la terre en Afrique. Alors, se pose la question de quel sera l'usage de ces terres qu'on va acheter et en quoi même le fait d'acheter de la terre en Afrique renvoie aussi à une forme de colonisation ou à une forme de capitalisme. Donc je pense qu'il faudrait aujourd'hui vraiment se pencher sur quel est le statut que nous devons réserver à nos terres, quel est l'usage que nous devons leur appliquer et quels sont les moyens par lesquels nous devons ou nous pouvons mener des politiques d'expropriation, de nationalisation, de redistribution qui seraient de nature à arriver donc vers d'autres formes d'autosuffisance. Bien, question suivante, donc très d'actualité. Quel est l'enjeu principal de la situation politique actuelle au Mali? De donc Kader Tchalaré. Bon, la situation politique actuelle au Mali, à mon sens, Ibeka était un président mou, et Macron lui a plusieurs fois demandé de taper du poing sur la table, notamment vers le mois de décembre-janvier. Il lui avait dit d'assumer ses positions. Ibeka n'a jamais été capable de le faire. Je pense que dans le système france-africain, un chef d'État qui est débordé par la population, par les mouvements populaires, qui ne tient plus la situation, c'est un mauvais exemple. Et qu'il était dans l'intérêt de ce système néocolonial de se débarrasser de ceux qui ne sont pas capables de mater, de réprimer ce type de mouvement populaire. Je pense que ce que faisait Ibeka dans cette incapacité, je dirais, à reprendre le contrôle de la situation, n'était pas apprécié par ses compères france-africains, qui eux ont l'habitude vraiment d'utiliser la manière forte le plus tôt possible et de ne laisser aucun espace de contestation possible.
Et donc, pour ma part, je suis plutôt de ceux qui pensent très clairement que une grande partie du coup d'État a été mise en place pour sauver tout simplement le régime, pour sauver ce système-là, et pour mettre en place des militaires, des personnes qui savent comment, je dirais, tenir un certain nombre d'éléments du système, et en même temps, je dirais, pour camoufler quelques dossiers un peu flous qui étaient en train de remonter, dont certains datent de l'époque de ATT. Et pour moi, on est vraiment dans un jeu, je dirais, de chaises musicales. On est dans un jeu de chaises musicales. Le fait que le président de transition soit effectivement bon, l'ancien ministre de la Défense qui avait notamment signé le fameux raccord militaire avec Le Drian interpelle. Le fait qu'il y ait quand même comment dire, des familles, je pense qu'il est important de s'intéresser à qui est qui et quels sont les liens familiaux, les liens politiques entre les différentes figures que l'on voit au devant de la scène. Ce qu'est devenu l'ancien responsable des services de sécurité maliens, je crois Moussa Diawara. Bref, il y a pas mal, je dirais, comment dire, d'éléments qui laissent entendre très clairement qu'on est face à une récupération d'une révolution dite populaire par l'appareil qui est toujours le mieux organisé dans un État, c'est-à-dire l'armée, et par l'appareil qui est souvent aussi le plus lié aux intérêts impérialistes, donc l'armée. Donc, je sais que pendant tout ce temps-là, la France a continué ses petites affaires, donc elle n'a pas été fondamentalement ébranlée par cette mini-révolution. La CEDEAO s'est mobilisée parce que c'est son devoir de se mobiliser, donc je pense qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Et on peut effectivement pointer le deux poids, deux mesures, et la manière dont elle ne pense qu'à sanctionner les peuples plutôt qu'à regarder la manière dont la gouvernance est effectuée. Il y avait effectivement une volonté de la part, donc, pas tellement d'Alassane Ouattara, mais plutôt de Macky Sall, parce que du point de vue france-africain, le Mali a toujours été la dépendance du Sénégal. On est toujours dans cette logique de fédération du Mali. Et donc, on a vu Macky Sall intervenir en soulignant que c'est le Sénégal qui perdait, dont le fait que la frontière était fermée. Et donc, il y a eu ce jeu de rôle entre, on va dire, les bons et les méchants, aussi bien du point de vue de la junte que du point de vue de la CEDEAO. Donc j'ai plutôt l'impression qu'on est vraiment dans un scénario qui a été plus ou moins écrit du début à la fin, dont les prémices remontent, on va dire, au mois de décembre-janvier 2020, et dans lequel effectivement une grande partie du peuple qui est sorti pour créer son mécontentement n'a toujours pas eu, je dirais, ce à quoi elle est redevable, c'est-à-dire sa souveraineté. On n'a pas vu de débat sur les questions de souveraineté, on n'a pas vu de débat sur, je dirais, les questions, on va dire, euh, de clarification des intérêts nationaux. Et il n'y a pas eu non plus, je dirais, de rupture sur les questions également de partenariat militaire en tant que tel. Certes, effectivement, la Russie est en train d'arriver au niveau du Sahel, comme elle est déjà présente au niveau de la Centrafrique. La Chine est également présente, mais j'ai plutôt l'impression qu'il y a, au-delà des espoirs africains, une sorte de gentleman's agreement ou de mini-guerre froide qui a lieu entre Paris, Moscou, Pékin et Washington, qui est également présent, mais qui, lui, Washington, est plutôt présent au Niger, dont on n'a pas beaucoup parlé. Et la position de Mamadou Issoufou, qui lui maintient qu'il ne fera pas de troisième mandat, est assez intéressante à observer parce que le Niger apparaît effectivement comme le point de stabilité de toute la région, contrairement au Mali, contrairement au Burkina Faso. Et le Niger est vraiment la grosse base de renseignement, notamment américaine. Voilà. Et puis derrière ça, bon, il y a eu les derniers dénouements avec la libération de Soumaïla Cissé, qui a été, qui est peut-être quelque part effectivement le grand gagnant de tout ça, mais qui est quelqu'un qui est aussi totalement compatible avec ce système d'institutions internationales, néocoloniales, etc. Donc pour moi, la situation politique actuelle au Mali, c'est comment précisément il serait ou il devrait être possible, ou il faudra créer un système politique
alternatif à celui qui est mis en place. On a vu la rupture entre le M5 RFP et la junte. On a vu les divisions qui ont été construites en interne, la manière dont les militaires ont instrumentalisé et retourné les uns contre les autres les différents acteurs, le rôle de l'imam Dicko. Donc tous ces éléments-là montrent que l'enjeu principal de la situation politique actuelle au Mali, c'est qu'il y a justement une situation politique et qu'il faut vraiment revenir à la question politique. Parce que les derniers événements ont été aussi beaucoup perturbés par des affaires de poste, par comment dire, des questions de redistribution du pouvoir, alors que on a la nécessité, je dirais, de repenser la politique différemment. Et ça va être l'enjeu le plus important qui ne se fera pas le temps d'une transition. Je pense qu'il faudra beaucoup plus de temps. Et donc, il faudra que cette jeunesse qui s'est mobilisée, un peu comme celle du Burkina Faso, dont on a vu ce qu'est devenu la révolution qui a fait sauter Compaoré, devra travailler dans la durée. Dans la durée. Voilà. Je pense tout simplement, il n'y a pas de comment dire, il y a pas de miracle, il n'y a pas de baguette magique. J'ai été assez gêné de voir l'enthousiasme débordant de beaucoup de personnes vis-à-vis de la chute d'Ibeka. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui, de toute manière, n'était plus du tout connecté, qu'on enlevait. C'est juste un pion qu'on déconnectait, en sachant que derrière, il y en a au moins une bonne vingtaine qui sont prêts à prendre la relève. Alors, on prend encore 2 dernières questions, si ça te va. J'en ai une là qui me plaît. Ouais. Alors, donc, on a la question de Kevin Bonpolo, donc qui te dit: bonsoir Hamza. J'ai récemment lu votre article sur le Nigeria. Pensez-vous que Nollywood peut devenir la plateforme de production audiovisuelle du continent? Cela pourrait représenter énormément de création d'emplois et de gagner la bataille du déficit de l'image dont souffre le continent et que vous avez évoqué dans cet entretien. Alors, Nollywood, oui. Alors, Nollywood, c'est déjà la troisième industrie culturelle du monde, derrière Hollywood et Bollywood, donc derrière les États-Unis et l'Inde. Moi, j'ai grandi au Bénin, donc je me rappelle effectivement, il y a 20 ans, quand on regardait les films nigérians, souvent on se moquait. Mais force est de constater qu'avec très peu de moyens, et notamment le développement des technologies portables a joué beaucoup, eh bien, les Nigérians sont capables de produire des choses de qualité assez intéressante avec des scénarios. Pareil, hein, au départ, c'était des telenovelas, c'était des séries étrangères, mais je dirais en se faisant la main sur ce qui était entre guillemets, comment dire, des déchets de l'étranger, eh bien, on est en train de passer à des choses un peu plus sophistiquées. Il y a de la fiction, il y a de la science-fiction, il y a des effets spéciaux, il y a de l'originalité, il y a de l'authenticité, à tel point que malheureusement, le marché a été en partie envahi, notamment par Bolloré, Canal+, qui a fait aussi rentrer Nollywood justement sur Canal+. Et ce qui pose un problème, parce que les industries culturelles sont effectivement les industries du futur. Thomas Sankara est celui qui a revitalisé le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, qui avait revitalisé aussi le théâtre et la musique. Et il expliquait très clairement qu'il faut gagner la bataille du grand écran, qui est plus importante, je pense, que la bataille du petit écran, des réseaux sociaux, Facebook, etc., où là, on est très en retard, je dirais, par rapport aux autres. Mais la bataille du grand écran, elle est fondamentale parce que sur le continent africain, nous avons toute une jeunesse qui arrive, qui a besoin de voir des images, qui a besoin de voir son histoire mise en images. C'est vrai qu'il y a eu le boom de Black Panthers, de Wakanda, dont une scène d'ailleurs se passe au Nigeria. Il est important, je pense, que des liens se fassent entre le cinéma afro-américain et Nollywood. C'est quelque chose qui doit être encouragé. Il serait aussi intéressant que les nombreux acteurs, actrices, réalisateurs, réalisatrices noirs, français,
qui pleurent ici parce que on n'a pas ce qu'on veut, on n'est pas représenté, etc., tout ça, peut-être qu'ils forment une sorte de syndicat, une vraie guilde des, des gens du cinéma noir, des gens noirs du cinéma, et peut-être qu'ils travaillent directement depuis le Bénin, qui est voisin du Nigeria, avec Nollywood. Je pense que c'est quelque chose qui serait tout à fait pertinent, parce qu'on ne peut plus rester à cette situation où on en est ici en France à mendier d'exister dans le cinéma, alors que dans le même temps, la troisième industrie cinématographique mondiale, ben, elle est au Nigeria, elle est en Afrique. Donc ce sont des éléments, je pense, qui sont extrêmement importants et très intéressants. Le cinéma est quelque chose qui doit être aussi relié aux politiques, puisque tout le monde sait que Hollywood était l'un des bras armés de la CIA et du département d'État. Et donc, il faudrait effectivement que derrière cela, le Nigeria soit capable, je dirais, de muscler son travail sur les industries culturelles. C'est d'autant plus important que le président là d'ici, là, Macron, il a fait son stage de l'ENA au Nigeria. Et lorsqu'il a lancé la saison Africa 2020, c'est en allant au Nigeria, à Lagos, notamment au Shrine, hein, qui est le nouveau Shrine, avec le fils de Fela Kuti, qu'il a expliqué comment finalement la France allait être présente sur ce marché-là. Et donc je pense que c'est quelque chose qui doit nous interpeller, mais Nollywood peut être effectivement un levier à condition d'y mettre, je dirais, les moyens, les ressources et l'intelligence nécessaires, sans tomber dans deux éléments qui peuvent être problématiques, qui sont un, la mégalomanie, et donc de se croire, comment dire, plus fort qu'on ne l'est en réalité, et deux, le narcissisme, c'est-à-dire trop se regarder jusqu'à se perdre. Et je pense que c'est l'un des défis qui se pose de manière plus générale au Nigeria, qui est pour moi un pays très important. Un Africain sur 6 est nigérian, et on ne s'en sortira pas à l'échelle continentale sans le Nigeria. Quand un Africain sur 6 est nigérian, ça veut dire qu'on ne peut rien, on ne doit rien décider sans savoir ce qui se passe au Nigeria. Et donc, on doit s'intéresser à l'actualité économique et politique et culturelle de ce pays-là. Parce que si on demande à quelqu'un de citer un grand réalisateur, un grand acteur ou actrice nigérian, généralement, personne n'a de nom. Mais pourtant, là-bas, ils sont très connus. Donc, ça montre qu'on peut réussir sans avoir besoin d'exister. Et le problème que nous avons dans les pays francophones, c'est que nous voulons juste exister, quitte à ne jamais réussir. Alors que les autres, eux, ils veulent réussir, ils n'ont pas besoin d'exister. Ils n'ont pas besoin qu'on parle d'eux, etc. Tout ça, et c'est ça toute la différence que l'on voit dans beaucoup, je dirais, de comparaisons entre ce qui se fait dans ces pays dits anglophones, en tout cas non francophones, et ce que nous faisons dans notre espace, où voilà, nos acteurs, actrices noires, en fait, c'est pas qu'ils veulent réussir, c'est qu'ils veulent exister. Donc, à un moment, il faut déterminer les priorités et agir en conséquence. Voilà. Bien, dernière question de Clétus Sitou, pardon. Quel est l'agenda politique de la Ligue panafricaine UMOJA? Bon, l'agenda politique de la Ligue, déjà, c'est survivre. Puisque, bon, comme beaucoup d'autres organisations, bon, on est dans un contexte, on va dire, de réajustement. Donc, la Ligue panafricaine UMOJA, pour ceux qui ne savent pas, c'est une organisation politique qui existe depuis 10 ans, qui est présente dans une vingtaine de pays sur le continent et aussi dans la diaspora, qui met en place des sections territoriales qui, dans le continent, ont vocation à devenir des partis politiques et à aller aux élections. Dans la diaspora, elles ont plutôt vocation, je dirais, à former et faire un certain nombre d'actions et d'activités de conscientisation autour du panafricanisme. Et bon, on a aussi un magazine, on a aussi d'autres outils parallèles. Bon, l'actualité de l'agenda politique,
il est, je dirais, de se tourner vers ce tunnel électoral qui apparaît, 2020-2021, où nous avons prévu, je dirais, de participer à un certain nombre d'échéances et de débats. Donc nous avançons. Donc il y a notamment un pays qui est actuellement en crise, où nous sommes en train de passer en statut de parti politique. Et dans ce pays-là, nous travaillons à la fois un peu au cœur du tumulte, mais en même temps à distance de tout ce qui se passe, à réfléchir à ce que pourrait être le panafricanisme dans le cadre d'une transition. Donc ce pays, c'est notamment la Côte d'Ivoire. Il y a également le cas du Niger, où nous sommes déjà présents à certains niveaux, notamment au niveau de certaines structures associatives et universitaires, où nous regardons avec intérêt les prochaines élections municipales, législatives et présidentielles qui arrivent. Et d'une manière ou d'une autre, nous ne serons pas loin. Nous ne serons pas loin. Et donc, nous allons, dans les prochaines semaines, faire un appel assez large à soutenir les initiatives politiques concrètes que nous préparons au niveau du territoire du Niger, qui est un territoire éminemment stratégique et qui est, je pense aussi, en attente de voir le panafricanisme arriver sur le champ politique. Nous avons également donc, au niveau du Mali, nous suivons les différents pourparlers, nous avons suivi des activités en coulisses qui ont eu lieu donc les 2 derniers mois. Et nous travaillons également à relancer avec d'autres une dynamique panafricaine sur le champ politique. Donc ça, ce sont donc quelques aperçus de ce que nous préparons sur le continent en termes d'agenda politique. Et puis au niveau de la diaspora, là aussi, nous préparons, je dirais, un certain nombre d'activités en France, en Belgique, également au niveau probablement de l'Angleterre, en partenariat avec également d'autres structures avec lesquelles nous avons des liens. Donc il y a, je dirais, un certain nombre d'éléments politiques qui sont sur le tapis et qui devraient faire l'objet d'une communication, en sachant encore une fois que nous sommes une organisation politique, nous avons des objectifs et des partenaires qui font que on ne peut pas non plus tout divulguer ici sur les réseaux sociaux. Donc, j'invite Clétus, s'il n'est pas encore membre de la Ligue panafricaine Umoja, et d'ailleurs les autres personnes qui nous écoutent, si elles ne sont pas encore membres de l'organisation, eh bien, à faire leur demande d'adhésion pour participer donc à cet agenda politique et faire en sorte qu'on puisse, je dirais, faire du panafricanisme l'outil, la doctrine de renaissance de la politique africaine. Bien. Eh bien, Hamza, je te remercie. On a fait un beau live. Hein. C'était initialement prévu pour durer 1 heure. On était en retard, on s'est du coup excusé. Hein. On a parlé un peu plus longtemps que prévu. Merci à toi en tout cas. C'était vraiment un plaisir d'échanger. Et puis voilà, j'espère que les personnes qui nous ont suivis ou qui nous suivront apprécieront les échanges. Voilà. Super. Ben écoutez, bonne soirée à tous, en espérant que le live vous ait plu. Donc, ce live vous a été proposé par l'École politique africaine, dont Hamza est aussi l'un des professeurs principaux, n'est-ce pas? Donc, on n'en a pas parlé. Tu peux dire quelques mots si tu veux, si tu le souhaites. Oui, quelques mots sur l'école politique africaine. Donc, nous avons lancé l'école avec l'équipe administrative, le président Okrou, en 2018. Donc là, nous sommes sur la troisième rentrée. C'est une école qui, modestement, essaye de former, on va dire, au métier, aux fonctions, à la compréhension du politique, en lien avec les enjeux africains. Et également d'apporter une touche de professionnalisation
sur les questions de politique africaine. Voilà, donc ce sont des cours du soir que nous allons probablement devoir poursuivre en ligne et non plus en présentiel, mais je pense que nous communiquerons dessus bientôt. Et une formation qui se fait donc, principalement sur 2 années, avec une 3e année qui peut être en appui. Voilà, donc l'école politique africaine est, je pense, un outil très important justement pour faire en sorte que le thème du live de ce soir, les enjeux de la politique africaine, puisse être mieux saisi par nous-mêmes, que nous soyons capables de développer une réelle politique, parce que pour conclure avec la question introductive sur qu'est-ce qui ne va pas dans la politique africaine, nous avons besoin de déterminer et d'identifier ce qui relève des conflits d'intérêts et de la défense des intérêts, parce que si on n'est pas capable d'identifier ces éléments-là, on ne se sortira jamais de la corruption. Il faut que l'on identifie ce qui est un conflit d'intérêts et qu'on identifie ce qui doit être une défense des intérêts. À partir de là, on est capable de développer ce qu'on appelle une réelle politique, ou qui correspond autrement dit à ce qu'on appelle une raison d'État. Et c'est au nom de la raison d'État que la plupart de nos leaders ont été éliminés, parce que ceux qui sont en face se forment. Ils se forment à Sciences Po, ils se forment à Harvard, à Oxford, à l'école de guerre, etc. Ils se forment pour développer une lecture du conflit d'intérêts et de la défense des intérêts qui leur permet à eux de produire leur réel politique et ensuite de nous appliquer une raison d'État qui leur permet de dire, bon, IBK, bon, écoutez, on va le faire sauter, les peuples africains vont bondir de joie parce qu'un président a été renversé, mais on a déjà le fusible derrière. Donc je pense que c'est très important vraiment d'avoir cette lecture, je dirais, des coulisses de l'histoire, de la politique, de la psychologie, parce que nous sommes aussi souvent atteints au niveau du mental. Aujourd'hui, 33 ans de la disparition, de l'assassinat de Thomas Sankara et de ses camarades, et les 33 ans, c'est l'âge du Christ. Et je pense qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans des messianismes qui conduisent à chercher, je dirais, l'élu, le sauveur, etc. C'est tous ensemble que nous devons travailler. Personne ne doit se reposer pendant que quelques-uns travaillent. Personne ne doit dire vas-y, vas-y et se croiser les bras. Il faut que chacune mette vraiment la main à la pâte. Et donc c'est aussi cet état d'esprit que nous essayons d'insuffler au niveau de l'école politique africaine, pour qu'il y ait vraiment demain, le plus tôt possible, une nouvelle génération d'Africains et d'Africaines capables de prendre des responsabilités dans le bon sens des intérêts généraux africains et panafricains, évidemment. Bien. Mais écoute, je te remercie, Hamza, pour ce superbe live. À très bientôt, j'espère. À bientôt, merci. Au revoir. Au revoir. Bien, vous avez eu le plaisir, donc, tout comme moi, d'assister à ce live, de suivre ce live, donc avec Hamza Boukari. Vraiment, voilà, c'était un plaisir pour moi. Donc, comme on vous l'a dit, ce live a été offert donc par l'école politique africaine. Voilà, inscrivez-vous, n'hésitez pas. Si vous voulez suivre des cours avec Hamza Boukari, eh ben, c'est tout à fait possible de le faire. Il y a d'autres professeurs aussi, donc je vous engage à vous rendre sur le site internet de l'école politique africaine. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie et passez une agréable soirée. Au revoir.